La reddition de l'Allemagne en mai 1945 n'apporta pas seulement la libération. Des millions de civils et de prisonniers se retrouvèrent piégés dans la faim, l'exil et la répression sous administration alliée. Les ruines des villes allemandes se remplirent de réfugiés, de soldats vaincus et de travailleurs forcés, tous confrontés à un avenir incertain. Dans les camps de prisonniers du Rhin, des dizaines de milliers de soldats allemands ont survécu aux intempéries avec des rations minimales, sans abri ni soins médicaux suffisants. En parallèle, des opérations comme Kill Howl ont forcé des millions de personnes à retourner de force en Union soviétique et en Yougoslavie, où beaucoup ont été exécutés ou envoyés au goulag. Les expulsions de communautés allemandes d'Europe de l'Est ont ajouté plus de violence et de morts à la fin de la guerre. Comment ces politiques ont-elles été justifiées devant l'opinion internationale? Pourquoi les vainqueurs ont-ils appliqué des mesures qui ont prolongé la souffrance collective? Quel fut le prix réel de la victoire alliée dans l'après-guerre? Mai 1945 marqua la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La reddition inconditionnelle de l'Allemagne nazie, signée d'abord à Reims puis ratifiée à Berlin-Karlshorst, mit fin à un conflit de 6 ans sur le continent. Le Reich d'Adolf Hitler s'était complètement effondré. Ses dirigeants étaient morts, capturés ou en fuite, et les principales villes étaient dévastées après les bombardements alliés. Les images diffusées à Londres, Paris, New York et Moscou montraient des foules célébrant la victoire. À l'intérieur des frontières du Troisième Reich vaincu, en revanche, le panorama était de dévastation absolue. L'Allemagne de ce mois de mai était un pays détruit physiquement et socialement. Une partie significative des logements avait été réduite en décombres par la campagne aérienne. Des villes comme Dresde, Hambourg ou Cologne avaient été réduites à des ruines. Le réseau ferroviaire était pratiquement inutilisé. Les bombardements systématiques et les destructions effectuées par les troupes en retraite avaient interrompu la plupart des lignes. Le transport de nourriture et de biens essentiels était chaotique et la population civile souffrait de pénuries de toutes sortes. Pain, viande, charbon pour le chauffage, vêtements. La faim est devenue une réalité immédiate. Pendant les années de guerre, le Reich s'était maintenu grâce au pillage des territoires occupés. La France, la Pologne, l'Ukraine et les Pays-Bas avaient été dépouillés de grains, de bétail et de biens industriels. Avec la défaite, ces sources d'approvisionnement disparurent. Les usines, centrales électriques, canaux et ponts détruits réduisirent au minimum la capacité de production et de distribution. En été 1945, les calories disponibles par habitant étaient bien en dessous de ce qui était nécessaire pour couvrir les besoins de base. À Berlin, Hambourg et Francfort, les files pour obtenir du pain et de la soupe s'étendaient sur des pâtés de maisons entiers. Les systèmes de rationnement organisés par les autorités militaires soulageaient à peine la situation, tandis que le marché noir devenait une voie généralisée de survie. Le troc d'objets personnels contre de la nourriture devint quotidien. À la dévastation matérielle s'ajoutait un phénomène massif de déplacement. Des millions de réfugiés allemands fuyaient l'avancée soviétique à l'Est. Femmes, personnes âgées et enfants abandonnaient la Prusse orientale, la Silésie ou la Poméranie. Ils se déplaçaient à pied dans des charrettes improvisées ou des trains surchargés vers l'intérieur du Reich. Routes et gares étaient saturées de colonnes interminables. Entre 1944 et les années postérieures à la guerre, des millions d'Allemands ont été expulsés ou contraints de quitter leur foyer en Europe de l'Est. Un aspect central du scénario immédiat était le sort des prisonniers de guerre. À la fin du conflit, plus de 11 millions de soldats allemands étaient sous le contrôle des forces alliées et soviétiques. La plupart avaient été capturés dans les derniers mois lorsque des unités entières se rendirent en masse. Sur le front occidental, l'armée américaine et l'armée française ont été confrontées à une situation sans précédent. D'immenses camps de prisonniers improvisés en plein air ont été créés dans la région du Rhin, connue plus tard sous le nom de Rheinwiesenlager. Ils étaient répartis le long de la Rhénanie-Palatinat, de la Hesse et de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Ils étaient des enclos délimités par des barbelés, sans baraquement ni installation permanente. Le sol boueux ou poussiéreux était le seul espace disponible. Les prisonniers manquèrent de refuge contre la pluie et le froid et recevaient des rations minimales de pain et de soupe aqueuse. L'accès de la Croix-Rouge internationale a été limité pendant les premiers mois, ce qui a réduit les possibilités d'inspection et d'aide humanitaire.
Les chiffres de mortalité dans ces camps ont fait l'objet de débats. Les documents officiels des États-Unis ont reconnu des dizaines de milliers de décès dus à la faim, aux maladies et à l'exposition. Certaines études ultérieures ont suggéré des chiffres beaucoup plus élevés, bien que ceux-ci restent contestés. Ce qui est certain, c'est qu'au printemps et en été 1945, des dizaines de milliers de prisonniers ont survécu dans des conditions extrêmement dures, sans abri adéquat ni soins médicaux suffisants. Les autorités militaires alliées ont justifié la situation par l'ampleur inattendue du problème. Les redditions massives d'avril et de mai avaient débordé toutes les prévisions logistiques. Le commandant suprême Dwight Eisenhower a insisté pour maintenir les prisonniers sur le territoire allemand, évitant de longs transferts. La conséquence a été la concentration de milliers d'hommes dans des espaces réduits avec des fournitures insuffisantes. En plus des prisonniers de guerre, les Alliés devaient gérer des millions de travailleurs forcés et de prisonniers libérés des camps nazis. En Allemagne, il restait près de 7 millions d'étrangers, la plupart originaires d'Europe de l'Est, qui avaient été déportés comme main-d'œuvre esclave. Leur rapatriement s'est avéré lent et complexe, surtout dans le cas de ceux venant de territoires sous contrôle soviétique. Beaucoup d'entre eux hésitaient à rentrer par peur de représailles dans leur pays d'origine. En parallèle, l'occupation était débattue entre la punition et l'administration. D'une part, il s'agissait de rendre la population allemande responsable des crimes du régime nazi. D'autre part, il était nécessaire de réactiver les services de base et d'éviter l'effondrement total de la société. La conférence de Potsdam, tenue en juillet 1945, a établi comme principe la démilitarisation, la dénazification, la démocratisation et la décentralisation de l'Allemagne. Elle prévoyait également des réparations économiques, y compris le démantèlement des industries et le transfert de machines vers les pays vainqueurs. Au cours de la première année d'occupation, la production industrielle a été limitée de manière stricte. Le transport ferroviaire, électrique et maritime est passé sous administration alliée avec une priorité vers les fins militaires et logistiques. La population allemande survivait avec des rations qui couvraient à peine l'essentiel, ce qui augmentait la dépendance au marché noir. La ligne de démarcation entre punition légitime et représailles disproportionnées était floue pendant ces premiers mois. La faim et la misère étaient considérées par certains commandants alliés comme des conséquences inévitables de la guerre. En pratique, ces conditions ont provoqué des épidémies de typhus, de tuberculose et d'autres maladies parmi une population affaiblie et concentrée dans des villes détruites. Dans ce cadre, ont eu lieu les expulsions massives d'Allemands d'Europe centrale et orientale. Bien que les accords interalliés aient légitimé ces déplacements, leur exécution a été marquée par la violence, l'improvisation et le manque de ressources. Des familles entières ont été obligées de quitter leurs foyers en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie ou en Yougoslavie. L'Allemagne, ruinée et avec des ressources rares, a reçu un flot constant de réfugiés. Sur les routes et dans les gares, des colonnes de déplacés se mêlaient aux prisonniers de guerre, aux travailleurs libérés et aux soldats démobilisés. La situation dans la zone orientale, sous occupation soviétique, ajoutait une autre dimension. L'Armée rouge avait conquis Berlin et une grande partie du territoire oriental. Là, en plus de la destruction matérielle, il y eut des pillages et des appropriations systématiques de biens industriels. Machines, aliments et ressources furent transférés vers l'Union soviétique comme butin de guerre, ce qui intensifia la faim dans les zones sous son contrôle. Le 20 novembre 1945 a débuté dans la ville bavaroise de Nuremberg le premier procès international contre les principaux dirigeants d'un État vaincu. Officiellement nommé procès aux principaux criminels de guerre, il a été organisé par les 4 puissances victorieuses, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique Royaume-Uni, l'Union soviétique et la France. Sa création avait été décidée lors de la conférence de Londres en août de cette année-là où le statut du tribunal militaire international a été approuvé. Le lieu choisi n'était pas un hasard. Nuremberg avait accueilli dans les années 30 les congrès du Parti national-socialiste et c'est là que les lois raciales avaient été proclamées, dépouillant la population juive de sa citoyenneté. De plus, la ville conservait un palais de justice en état d'usage, avec une prison attenante et suffisamment d'espace pour accueillir la presse internationale. Le tribunal était composé de 8 juges, un titulaire et un suppléant pour chaque puissance.
Parmi eux figurait Lord Geoffrey Lawrence du Royaume-Uni, qui présidait les séances, Francis Biddle représentant les États-Unis, Henri Donnedieu de Vabre pour la France et Yona Nikitchenko pour l'Union soviétique, juge de la Cour suprême soviétique qui avait participé au procès des purges staliniennes. Le procès est devenu un événement médiatique sans précédent. Une salle spéciale a été aménagée avec des cabines de traduction simultanée, des casques pour les juges, les accusés et les avocats, et un espace réservé à plus de 300 journalistes. Les séances ont été filmées et photographiées de manière systématique, dans le but de documenter et de diffuser l'ampleur des crimes imputés au régime nazi. L'accusation s'est articulée autour de 4 chefs principaux. Les crimes contre la paix, qui définissaient la planification et l'exécution de guerres d'agression en violation de traités internationaux. Les crimes de guerre, liés aux violations des lois et coutumes militaires, y compris les exécutions, déportations et pillages. Les crimes contre l'humanité, un concept novateur qui englobait les assassinats, l'extermination et la persécution politique, raciale ou religieuse contre des civils. Et enfin, la conspiration pour commettre ces délits, ce qui a permis d'inculper les accusés pour leur appartenance à des organisations comme le parti nazi, les SS ou la Gestapo. L'innovation juridique de ces charges a suscité des critiques tant à son époque que dans les décennies suivantes. Jamais auparavant les crimes contre l'humanité ni le crime d'agression n'avaient été définis. Le tribunal a été accusé d'appliquer rétroactivement des normes inexistantes au moment des faits. Pour les puissances victorieuses, l'ampleur des atrocités nazies justifiait cette nouveauté légale. Sur le banc se sont assis 22 accusés. Parmi eux, Hermann Göring, ancien commandant de la Luftwaffe, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, Wilhelm Keitel, chef du haut commandement de la Wehrmacht, Alfred Rosenberg, principal idéologue du parti, et Albert Speer, ministre de l'Armement. La figure dominante était Göring, considéré comme le successeur d'Hitler jusqu'à sa disgrâce dans les derniers mois de la guerre. Pendant le procès, il retrouva du poids physique et de la confiance dans son éloquence. Il devint le porte-parole officieux des accusés, discutant avec les procureurs et répondant par de longues interventions. Le juge américain Robert Jackson eut de sérieuses difficultés à contrer sa stratégie, car Göring utilisait des documents et des souvenirs détaillés pour relativiser les ordres, remettre en question les preuves et souligner les contradictions dans la politique alliée. Dans ses interventions, il est allé jusqu'à comparer les bombardements allemands sur Varsovie ou Rotterdam aux attaques aériennes alliées à Dresde ou Hambourg. Il a également mentionné l'invasion soviétique de la Pologne en 1939 et l'exécution massive d'officiers polonais à Katyn comme exemple de crimes qui échappaient au processus parce que les auteurs appartenaient au camp vainqueur. Malgré ces arguments, la quantité de documents officiels nazis présentés comme preuve s'est avérée déterminante. Procès-verbaux de réunion, ordres écrits et films enregistrés par les Allemands eux-mêmes ont servi à confirmer l'ampleur des opérations d'extermination. Les projections d'images de camps de concentration et de fours crématoires ont impressionné le tribunal et l'opinion publique internationale. L'un des épisodes les plus controversés fut précisément Katyn. En 1940, environ 22 000 officiers polonais furent exécutés par la police secrète soviétique dans les environs de Smolensk et ailleurs. En découvrant les fosses, les Allemands avaient dénoncé le crime en 1943. Cependant, à Nuremberg, la délégation soviétique le présenta comme une atrocité nazie. Les juges alliés acceptèrent cette version malgré les preuves contraires. Ce n'est qu'en 1990 que Moscou reconnut la responsabilité du NKVD. D'autres sujets sensibles ont été exclus du débat. Les bombardements massifs sur les villes allemandes et japonaises, y compris Dresde, Hambourg, Hiroshima et Nagasaki, n'ont jamais été considérés comme des crimes. Le lancement d'armes nucléaires par les États-Unis en août 1945, avec un très grand nombre de victimes civiles, ne faisait pas partie de l'accusation. La doctrine alliée soutenait qu'il s'agissait d'opérations militaires légitimes. Il n'a pas non plus été fait mention de représailles ni d'exécutions sommaires commises par des troupes alliées. Des épisodes comme le massacre de prisonniers à Biscari, en Sicile, en 1943, ou les morts de soldats allemands dans des camps de prisonniers du Rhin en 1945 sont restés en dehors du jugement. En revanche, le tribunal a déclaré organisation criminelle les SS, la Gestapo et le corps dirigeant du parti nazi.
ce qui a ouvert la porte à des milliers de procès ultérieurs dans des tribunaux mineurs. Le procès s'est étendu pendant presque une année. Plus de 200 témoins ont été écoutés et environ 3000 documents ont été examinés. La défense a plaidé l'obéissance due et a remis en question la légitimité d'un tribunal composé uniquement par les vainqueurs, mais ces lignes d'argumentation ont eu peu d'effet. Le 1er octobre 1946, les sentences ont été prononcées. 12 accusés ont été condamnés à mort, parmi eux Göring, Ribbentrop, Keitel et Rosenberg. 3 ont reçu la réclusion à perpétuité, y compris Rudolf Hess. 4 ont été condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans, parmi eux Albert Speer. 3 ont été acquittés, Hjalmar Schacht, Franz von Papen et Hans Fritzsche. Le tribunal a rejeté l'obéissance due comme cause d'exonération absolue, bien qu'il ait admis qu'elle pouvait être considérée comme une circonstance atténuante. La nuit du 15 octobre, quelques heures avant les exécutions, Göring s'est suicidé dans sa cellule avec une capsule de cyanure. L'origine de ce poison n'a jamais été élucidée, et sa mort a évité l'image publique de son exécution. À l'aube suivante, 10 condamnés ont été pendus dans le gymnase de la prison de Nuremberg. Leurs corps ont été incinérés et les cendres jetées dans le fleuve Isar pour empêcher que leurs tombes ne deviennent des lieux de culte. Le procès de Nuremberg a établi des précédents dans le droit international et a montré la capacité des vainqueurs à définir la justice d'après-guerre, y compris les silences délibérés sur leurs propres actions. La défaite allemande en 1945 a posé un défi sans précédent. Les puissances victorieuses ne devaient pas seulement administrer un territoire en ruine et divisé en zones d'occupation, mais aussi transformer une société entière qui, pendant plus d'une décennie, avait vécu sous la domination nationale-socialiste. La question centrale était comment empêcher la résurgence du nazisme. La réponse fut le programme de dénazification, conçu pour éliminer toute influence du Parti national-socialiste des travailleurs allemands et, parallèlement, inculquer des valeurs démocratiques sous la supervision des Alliés. Le cadre général a été défini lors de la conférence de Potsdam en juillet 1945. 4 principes de base pour l'administration de l'Allemagne y ont été établis: démilitarisation, dénazification, démocratisation et décentralisation. La dénazification est devenue l'un des axes de la politique d'occupation. Bien que dès le début des tensions entre les objectifs déclarés et les difficultés réelles de son application se soient manifestées. L'outil principal était le questionnaire de dénazification, connu sous le nom de Fragebogen. Avec jusqu'à 131 questions, ce formulaire devait être rempli par des millions de citoyens. Il demandait des informations sur l'affiliation politique, la participation à des organisations nationales socialistes, les postes occupés, les activités professionnelles et les liens familiaux. Sans ce document, il était impossible de conserver un emploi, d'accéder à un logement ou de recevoir des cartes de rationnement. Sur la base des réponses, les autorités classaient chaque individu en 5 catégories. Dans la première se trouvaient les principaux coupables, responsables directs de crimes de guerre ou dirigeants de haut rang dans le parti et ses organisations. Ceux-ci faisaient face à des procès formels, de longues peines ou des travaux forcés. Les coupables comprenaient des fonctionnaires et des officiers qui avaient collaboré de manière active, soumis à des peines de prison, confiscation et exclusion de la fonction publique. Les moins coupables comprenaient des cas avec participation limitée et recevaient généralement des amendes ou des restrictions professionnelles. Les sympathisants étaient ceux qui s'étaient affiliés par pression sociale, convenance ou peur, généralement sanctionnés par des avertissements. Enfin, les exonérés étaient considérés libres de lien avec le régime. L'ampleur du processus fut massive. Pour 1946, plus de 13 millions de personnes avaient rempli le Fragebogen. L'analyse d'un tel volume incomba d'abord aux autorités militaires, puis aux tribunaux locaux créés sous supervision alliée. La dénazification ne se limita pas aux dirigeants jugés à Nuremberg, mais s'étendit à de larges secteurs professionnels qui avaient soutenu le régime. L'éducation était l'un des domaines les plus surveillés. Des milliers d'enseignants et de professeurs d'université ont été écartés de leur poste sous suspicion de transmettre une idéologie nationale-socialiste. Dans de nombreux cas, il suffisait d'appartenir obligatoirement à des organisations enseignantes contrôlées par le parti pour être classé comme sympathisant.
Le résultat fut une grave pénurie de personnel dans les écoles et universités que les Alliés ont tenté de compenser par des programmes accélérés de formation de nouveaux enseignants. Dans la justice, juges et procureurs ont été enquêtés pour leur application des lois raciales ou pour avoir prononcé des condamnations politiques. Les purges ont varié selon la zone. Dans la zone soviétique, la majorité des magistrats liés au régime ont été écartés, tandis que dans les zones occidentales, beaucoup ont réussi à se réintégrer en invoquant une obligation légale. La presse a été soumise à un contrôle strict. Tous les journaux allemands ont été fermés et seule l'apparition de nouveaux titres autorisés par les autorités d'occupation a été permise. Les journalistes identifiés comme collaborateurs du régime ont été exclus. En revanche, ceux qui réussissaient les processus de vérification ont pu se réintégrer sous supervision alliée. Le secteur médical a également été soumis à un examen minutieux. Ceux liés à des programmes d'euthanasie ou à des expériences dans des camps de concentration ont été poursuivis lors du procès dit des médecins qui s'est tenu à Nuremberg entre 1946 et 1947. Les écrivains, artistes et acteurs impliqués dans la propagande nazie ont également subi des restrictions, des exclusions ou des procès moins importants. Cependant, l'ampleur de l'affiliation au parti nazi posait une contradiction. Avec des millions de membres enregistrés en 1945 et des dizaines de millions avec des liens dans des organisations affiliées, il était quasiment impossible de trouver suffisamment de professionnels sans aucune connexion avec le régime. Dans l'administration, l'éducation et la justice, la majorité avait eu un certain degré de collaboration. Appliquer strictement la dénazification équivalait à paralyser les services de base. En Bavière, après les premières purges, il restait très peu d'enseignants pour répondre à la demande scolaire. En Hesse, l'expulsion de juges provoquait un retard considérable dans les procédures judiciaires ordinaires. La nécessité opérationnelle a conduit à assouplir les critères. Les sympathisants et les mineurs coupables ont été réintégrés progressivement, dans de nombreux cas par simple manque de remplaçants. Cette tendance s'est accentuée avec le début de la guerre froide, lorsque les États-Unis et leurs alliés ont priorisé la reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest comme élément stratégique face au bloc soviétique. Le contraste était évident, alors que dans les discours on insistait sur l'éradication du nazisme, dans la pratique des milliers d'anciens membres du parti retournaient à l'administration, à la police, à la magistrature et au système éducatif. Le programme comportait également un volet de propagande. Les Alliés ont organisé des projections obligatoires de documentaires sur les camps de concentration, emmené des groupes de citoyens visiter des installations comme Dachau ou Buchenwald et publié des prospectus avec des images des atrocités. L'objectif était de confronter la société allemande aux crimes du régime et de justifier l'occupation. Avec le temps, le processus s'est estompé. En 1946, l'administration américaine avait encore des millions de formulaires en instance de révision. La tension croissante entre Washington et Moscou a réduit l'intérêt pour maintenir un programme exhaustif. En 1948, la plupart des procédures ont été transférées aux tribunaux locaux allemands, les Spruchkammern, qui avaient tendance à imposer des sanctions légères et à classer la majorité comme sympathisants. Dans la zone soviétique, la dénazification a été appliquée avec plus de radicalité dans les premières années, mais elle a rapidement été subordonnée à l'objectif d'instaurer un système politique socialiste. En France et au Royaume-Uni, la priorité était centrée sur l'obtention de réparations économiques et le maintien du contrôle politique, avec un intérêt limité pour les procès de masse. Le résultat fut qu'au milieu des années 1950, le programme avait perdu de la force dans toutes les zones. Bien que des centaines de milliers de personnes aient été soumises à des processus formels, la majorité reçut des sanctions mineures ou fut acquittée, tandis que la reconstruction du pays et la nouvelle division politique de l'Europe s'imposaient comme priorité. Prisonniers du nouvel ordre, la défaite transformée en exil. La capitulation allemande en mai 1945 n'a pas signifié la liberté immédiate pour ceux qui avaient survécu au conflit. L'après-guerre a ouvert un nouveau scénario de répression et de déplacement forcé qui a affecté des millions de personnes dans toute l'Europe. Prisonniers de guerre, réfugiés civils, travailleurs forcés et communautés entières se sont retrouvés piégés dans des processus de déportation, de rapatriement obligatoire et de travaux forcés. Les vainqueurs ont appliqué des politiques qui, sous le prétexte de restaurer l'ordre, ont prolongé la souffrance collective pendant les premières années de paix.
Entre 1945 et 1947, les Britanniques et les Américains ont mené ce qui était appelé dans les documents officiels l'opération Kill Hall. L'objectif était le rapatriement forcé de millions de personnes vers l'Union soviétique et la Yougoslavie. Il s'agissait de prisonniers de guerre, de travailleurs forcés, de réfugiés et de civils qui avaient fui l'avancée soviétique. La base légale de ces mesures se trouvait dans les accords de la conférence de Yalta de février 1945. Churchill, Roosevelt et Staline avaient décidé que tous les citoyens soviétiques libérés en Europe devaient être retournés en Union soviétique, quel que soit leur souhait. Ce principe a été appliqué largement et a fini par inclure également des groupes provenant de pays des Balkans sous influence communiste. Le nombre de personnes affectées était énorme. Rien que dans la zone d'occupation occidentale, entre 2 et 3 millions de citoyens soviétiques se concentraient à la fin de la guerre. Beaucoup avaient été transférés en Allemagne comme travailleurs forcés, d'autres étaient des prisonniers de guerre capturés sur le front oriental et une partie considérable était constituée de civils ayant fui le régime stalinien. Les Alliés ont établi des centres de rapatriement où ces personnes étaient rassemblées avant d'être envoyées en train vers l'Est. Bien que présenté officiellement comme une procédure administrative, il fut en pratique marqué par la coercition et la violence. Il existe de nombreux comptes rendus de suicides collectifs de personnes qui préférèrent la mort au retour forcé. Dans plusieurs cas, des unités militaires britanniques et américaines ont eu recours à la force pour remettre les rapatriés directement aux autorités soviétiques. Le destin de beaucoup d'entre eux fut sombre. Le NKVD classifiait les rapatriés selon leur historique et définissait leur sort. Certains étaient exécutés immédiatement, d'autres envoyés dans des camps de travail en Sibérie ou dans l'Oural, et seule une minorité parvenait à se réintégrer dans la vie civile. Bien qu'il soit difficile d'établir des chiffres exacts, des études s'accordent à dire que des centaines de milliers ont été déportés dans le réseau du Goulag après leur reddition. L'opération incluait aussi des Yougoslaves anticommunistes. En mai 1945, en Carinthie, Autriche, des forces britanniques ont livré des milliers de soldats et de civils croates, slovènes et serbes qui avaient fui avec l'armée allemande. Ceux-ci ont été renvoyés aux forces de Tito et ont subi des exécutions massives connues sous le nom de massacre de Bleiburg, suivies de longues marches de prisonniers dans des conditions extrêmes. On estime que des dizaines de milliers sont morts dans ces épisodes. L'opération Kill Hall a continué jusqu'à 1947, lorsque la pression internationale et la consolidation de la guerre froide ont modifié la politique occidentale. À ce moment-là, des millions de personnes avaient déjà été renvoyées dans des territoires où les attendait la répression, l'emprisonnement ou la mort. Parallèlement, un autre processus de grande ampleur a modifié la composition ethnique de l'Europe centrale et orientale, l'expulsion des communautés allemandes qui avaient vécu dans ces régions pendant des siècles. Les dénommés Volksdeutsche étaient plus de 12 millions avant 1939, installés dans des zones comme la Silésie, les Sudètes, la Prusse orientale ou la Transylvanie. Pendant la guerre, le régime nazi avait utilisé leur présence pour justifier des annexions et des colonisations. Après la défaite allemande, les gouvernements de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Hongrie et d'autres pays, avec le soutien des Alliés, ont décidé de les expulser comme mesure de punition collective et de reconfiguration ethnique. La conférence de Potsdam, en juillet 1945, a avalisé ces mesures, à condition qu'elles soient effectuées de manière ordonnée et humaine. En pratique, les expulsions ont été marquées par la violence, l'improvisation et une mortalité élevée. En Tchécoslovaquie, le gouvernement d'Edvard Beneš a promulgué les décrets Beneš, qui ont autorisé l'expropriation des propriétés des Allemands et des Hongrois et leur expulsion. Entre 1945 et 1947, près de 3 millions d'Allemands des Sudètes ont été contraints de quitter le pays. Dans de nombreux cas, les expulsions ont été effectuées avant même Potsdam, consistant en des marches forcées avec de faibles moyens de subsistance et soumises à des abus de milices locales. En Pologne, la frontière s'est déplacée jusqu'à la ligne Oder-Neisse, ce qui a signifié l'annexion de la Silésie, de la Poméranie et de la Prusse orientale. Environ 8 millions d'Allemands résidant dans ces zones furent expulsés ou fuirent vers l'ouest. Beaucoup ont réalisé de longs trajets à pied en plein hiver, souffrant de la faim, de maladies et d'attaques.
En Hongrie, près de 500 000 Allemands ont été déportés entre 1945 et 1948. Des processus similaires ont eu lieu en Yougoslavie et en Roumanie. Les estimations des victimes mortelles varient, mais se situent entre 500 000 et plus d'1 million de personnes, décédées de faim, de maladie ou de violence lors des marches. Le résultat a été une transformation radicale de la carte ethnique en Europe centrale et orientale. Des régions qui avaient été multiculturelles pendant des siècles se sont retrouvées homogénéisées sous des populations polonaises, tchèques, hongroises ou yougoslaves. Des millions de déplacés sont arrivés dans une Allemagne dévastée qui pouvait à peine nourrir ses propres habitants. Le sort des prisonniers de guerre allemands capturés par l'Union soviétique représentait un autre chapitre de grande dureté. À la fin du conflit, environ 3 millions étaient aux mains des soviétiques. La politique officielle consistait à les utiliser comme main-d'œuvre pour la reconstruction d'un pays dévasté par la guerre. Les prisonniers ont été répartis dans des milliers de camps du système Goulag, de la Sibérie à l'Asie centrale. Ils travaillaient dans des mines, à la construction de routes, à l'abattage de forêts et à la reconstruction de villes comme Stalingrad. Les conditions étaient extrêmes, longues journées, froid intense, alimentation insuffisante et absence de soins médicaux adéquats. La mortalité était élevée, surtout au cours des premières années. Diverses estimations indiquent qu'environ 1 million de prisonniers allemands sont morts en captivité soviétique, bien que les chiffres exacts continuent d'être l'objet de débats. Le processus de rapatriement a été prolongé. Alors qu'en 1949, la majorité des prisonniers retenus par les puissances occidentales avaient déjà été libérés, en Union soviétique, des milliers sont restés pendant une décennie de plus. Le dernier groupe important de prisonniers est revenu en 1955 après des démarches diplomatiques menées par le chancelier Konrad Adenauer à Moscou. Ceux qui sont retournés en Allemagne ont trouvé un pays différent de celui qu'ils avaient quitté. Beaucoup avaient passé jusqu'à 10 ans en captivité, ce qui signifiait une expérience générationnelle marquée par l'absence et l'usure, reflétant les profondes cicatrices de l'après-guerre européenne. La défaite militaire du Troisième Reich en mai 1945 n'a pas signifié l'exclusion définitive de ses dirigeants, cadres militaires ou scientifiques. Le changement accéléré du scénario international, marqué par la rupture de l'alliance entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, a ouvert un contexte dans lequel d'anciens membres du régime sont passés de la qualité d'ennemis vaincus à celle de collaborateurs stratégiques. La transition vers la guerre froide a transformé les priorités des puissances occidentales, qui ont commencé à considérer Moscou comme la principale menace. Ce virage a favorisé l'intégration d'individus avec un passé nazi dans des projets de renseignement, de recherche scientifique et de reconstruction politique. Entre 1945 et 1947, la coopération entre les Alliés s'est détériorée rapidement. Le discours de Winston Churchill à Fulton en 1946, qui a introduit l'expression « rideau de fer » et la proclamation de la doctrine Truman en 1947, ont confirmé l'orientation vers la contention du communisme comme priorité stratégique. Dans ce cadre, la punition de l'Allemagne cessa d'être l'unique objectif. Il s'imposa la nécessité de la reconstruire comme un bastion face au bloc soviétique. La dénazification, jusqu'alors conçue comme un processus intégral, fut adaptée de manière flexible. Cette adaptation ouvrit la porte à la réutilisation d'anciens dirigeants et spécialistes nazis, non par affinité idéologique, mais pour leurs valeurs techniques et leur réseau d'information. Les domaines dans lesquels cette pratique s'est manifestée avec plus de clarté étaient la science militaire et aérospatiale et les services de renseignement. Les deux étaient considérés comme décisifs dans la compétition mondiale qui s'ouvrait entre Washington et Moscou. L'un des programmes les plus représentatifs a été l'opération Paperclip, dirigée par le renseignement militaire américain. Son objectif consistait à recruter des scientifiques et des ingénieurs allemands pour travailler sur des projets stratégiques aux États-Unis. Le cas le plus connu est celui de Werner von Braun, ingénieur qui avait dirigé le développement des fusées V2 au centre de recherche de Peenemünde. Ces missiles, employés dans les dernières années de la guerre contre Londres et Anvers, avaient été les premiers projectiles balistiques de portée moyenne et vitesse supersonique.
Il représentait une avancée technologique sans précédent et avait été produit avec l'utilisation de main-d'œuvre esclave à Mittelbau-Dora, où sont morts des dizaines de milliers de prisonniers. Après la reddition allemande, von Braun et son équipe se rendirent aux troupes américaines en Autriche. Par la suite, ils furent transférés aux États-Unis avec des documents, des plans et des composants de fusées. Entre 1945 et la fin des années 50, plus de 1600 spécialistes allemands furent recrutés dans le cadre de ce programme. Sur le territoire américain, von Braun participa au développement de missiles comme le Redstone et le Jupiter et joua plus tard un rôle décisif au sein de la NASA où il dirigea la conception de la fusée Saturne V, essentielle pour le programme Apollo. Son parcours transforma un ingénieur nazi en protagoniste central de la course spatiale. Paperclip ne se limita pas à von Braun. D'autres scientifiques ont apporté des connaissances en aéronautique, en armement chimique et en médecine militaire. Dans de nombreux cas, leurs dossiers sur la participation à des crimes ont été modifiés ou classifiés pour permettre leur entrée légale aux États-Unis malgré les ordres initiaux du président Truman interdisant le recrutement de nazis engagés. Le deuxième domaine dans lequel l'intégration a eu lieu a été le renseignement militaire. Se distingue la figure de Reinhard Gehlen, officier de l'armée allemande qui avait dirigé la section Fremdheere Ost, spécialisée dans la collecte d'informations sur l'Union soviétique. Pendant la guerre, il avait accumulé un vaste réseau de fichiers, de cartes et d'agents dans les territoires orientaux. Face à la défaite imminente, il a caché une partie de ses documents dans les Alpes bavaroises et s'est livré aux forces américaines, offrant son réseau d'informations en échange de protection. La proposition a été acceptée. Avec l'aide des États-Unis, Gehlen a réorganisé sa structure sous le nom d'Organisation Gehlen, basée à Pullack, près de Munich. De là, il a recruté de nombreux anciens officiers du renseignement, policiers et militaires du régime, certains ayant des antécédents dans la Gestapo ou les SS. Pour Washington, le critère était pragmatique. Ces individus disposaient d'expérience et de contacts en Europe de l'Est, une région où les services occidentaux manquaient de capacités opérationnelles. En 1956, l'organisation Gehlen est devenue le Bundesnachrichtendienst, le service fédéral de renseignement de la République fédérale d'Allemagne. Gehlen en fut le premier directeur jusqu'en 1968. Sous sa direction, le service s'intégra pleinement dans le réseau occidental d'espionnage et a coopéré étroitement avec la CIA. Au-delà de Paperclip et de l'organisation Gehlen, il y a eu de nombreux cas d'intégration dans les structures occidentales. Certains médecins allemands liés à des expériences dans les camps de concentration ont été utilisés dans des recherches en pharmacologie et biologie. Des industriels qui avaient collaboré avec le régime ont conservé des positions importantes dans l'économie de l'Allemagne de l'Ouest, soutenues en partie par les programmes de reconstruction du plan Marshall. Dans l'administration de la République fédérale, des juges, procureurs et bureaucrates avec un passé nazi sont retournés à leurs fonctions en raison de l'impossibilité de remplacer tout le personnel dans un pays qui devait être réorganisé de toute urgence. La réutilisation d'anciens nazis répondait à une logique de priorité stratégique. Pour les États-Unis et le Royaume-Uni, le communisme international était perçu comme une menace immédiate. Cette approche a conduit à déplacer le critère moral qui avait guidé les premiers processus de dénazification. Des individus considérés comme criminels en 1945 sont devenus, à partir de 1947, des collaborateurs utiles. Les cas de von Braun et Gehlen symbolisent un phénomène plus large, dans lequel la frontière entre vainqueurs et vaincus s'est reconfigurée selon l'utilité politique et technique de chaque personne. Des documents déclassifiés dans les décennies suivantes ont révélé comment des dossiers compromettants ont été dissimulés ou manipulés pour permettre ces incorporations, mettant en évidence la priorité de la stratégie sur la justice dans les premières années de la guerre froide. Le parcours de Klaus Barbie, officier des SS et chef de la Gestapo à Lyon, montre comment certains responsables directs de crimes nazis ont réussi à échapper à la justice immédiate après la défaite allemande et, au lieu d'être rapidement punis, ont fini par collaborer avec les vainqueurs dans le nouveau contexte international.
Son parcours combine son rôle dans la répression en France occupée, la protection reçue de la part des services de renseignement occidentaux, la fuite en Amérique du Sud via les Ratlines et son impunité prolongée jusqu'à la fin du XXe siècle. Klaus Barbie est né en 1913 à Bad Godesberg. En 1935, il a rejoint les SS et peu après la Gestapo. En 1942, il a été affecté à Lyon, en France occupée, en tant que chef de la police secrète allemande. Sa mission consistait à combattre la résistance, identifier les réseaux de partisans, arrêter les dirigeants juifs et démanteler les structures clandestines. Les méthodes appliquées étaient violentes. Barbie a supervisé des interrogatoires sous la torture au siège de la Gestapo rue Sainte-Catherine et à l'école militaire de Lyon, transformée en centre de détention. Parmi ses victimes se trouvaient des dirigeants éminents de la résistance, comme Jean Moulin, arrêté en juin 1943 et mort après avoir subi de graves tortures. En avril 1944, il a ordonné l'arrestation de 44 enfants et 7 moniteurs de la colonie d'Isieux, ensuite déportés à Auschwitz et assassinés. Sous son commandement, des milliers de personnes ont été déportées, des centaines exécutées et la région soumise à un climat de terreur. Après la libération de Lyon en septembre 1944, Barbie a fui vers l'Allemagne. En 1947, il a été identifié comme criminel de guerre et condamné à mort par contumace par un tribunal de Lyon. Pendant ce temps, les services de renseignement américains commençaient à réorganiser des réseaux en Allemagne de l'Ouest dans un contexte où la priorité était la contention du communisme. Le Counter-Intelligence Corps a estimé que Barbie, avec son expérience policière et sa connaissance des réseaux clandestins, pourrait être utile. La même année, des agents américains l'ont contacté et l'ont employé comme informateur à Munich et à Augsbourg. Pendant plusieurs années, il a fourni des informations sur les activités communistes et sur les réseaux d'anciens nazis. Bien que ses crimes fussent connus, sa valeur dans le nouveau contexte a prévalu. En 1950, lorsque la France a renouvelé sa demande d'extradition, les autorités américaines se sont trouvées face à un dilemme. Admettre leur collaboration signifiait reconnaître la protection accordée à un criminel de guerre. La solution a été d'organiser sa fuite par les Ratlines, route clandestine qui reliait l'Allemagne et l'Autriche à des ports italiens utilisés par de nombreux fugitifs nazis pour échapper à l'Amérique du Sud. Avec l'aide de prêtres liés à des organisations humanitaires et avec des faux papiers fournis par les Américains, Barbie se rendit à Gênes et en 1951 embarqua pour la Bolivie. Il adopta l'identité de Klaus Altmann, sous laquelle il résiderait pendant plus de 30 ans. En Bolivie, il a obtenu la citoyenneté et établi des entreprises de transport et de commerce. Ses connaissances militaires et son intelligence l'ont transformé en conseiller des forces armées en technique de répression. Pendant les dictatures militaires des décennies de 1960 et 70, il a collaboré à des tâches de sécurité et a été lié à des opérations de contre-insurrection. Des documents ultérieurs l'ont lié à des réseaux internationaux de fugitifs nazis, au trafic d'armes et à la capture et à l'exécution d'Ernesto Che Guevara en 1967, bien que son degré de participation concrète reste sujet à débat. Son impunité en Bolivie a été possible grâce à la protection des gouvernements locaux, qui appréciaient son expérience dans le contexte de la lutte contre les mouvements de gauche. Pendant ce temps, en Europe, des chercheurs et des journalistes ont identifié sa véritable identité, mais pendant des années, les demandes d'extradition ont été rejetées. À partir de la décennie de 1970, des organisations dédiées à la poursuite des criminels nazis, comme Serge et Beate Klarsfeld, ont intensifié la pression internationale. Ils ont localisé Barbie à La Paz et l'ont dénoncé publiquement. Malgré cela, l'extradition a été refusée à plusieurs reprises. Le tournant a eu lieu en 1983, après la chute de la dictature de Luis García Meza. Le nouveau gouvernement démocratique bolivien, sous pression internationale et en proie à des difficultés internes, a décidé d'expulser Klaus Altmann et de le livrer à la France. Son arrivée à Lyon a provoqué une immense répercussion. En 1987, son procès a commencé devant le tribunal de Lyon. Les accusations concernaient des crimes contre l'humanité avec des preuves liées à la déportation des enfants d'Isieux, à la torture de prisonniers de la résistance et à la persécution des familles juives. Le procès comprenait des témoignages de survivants et une abondante documentation.
Barbie, déjà âgé, est resté silencieux pendant la majeure partie des audiences. En juillet 1987, il a été déclaré coupable et condamné à la réclusion à perpétuité. Il est mort en prison en 1991. L'itinéraire de Klaus Barbie illustre plusieurs dynamiques de l'après-guerre. L'utilisation de criminels nazis par les services occidentaux, l'existence de routes d'évasion vers l'Amérique du Sud, la collaboration de fugitifs avec des régimes militaires latino-américains et la reddition tardive de comptes judiciaires des décennies après le conflit. Après les années qui ont immédiatement suivi la défaite du Troisième Reich, le processus de dénazification est entré dans une phase de déclin accéléré. Entre 1945 et 1949, les puissances alliées avaient tenté d'épurer la société allemande par des procès, des questionnaires de culpabilité, l'expulsion de fonctionnaires et des campagnes de rééducation. Avec la consolidation de la guerre froide, les priorités ont changé. À partir de 1951, la dénazification a été officiellement abandonnée et remplacée par une politique de réintégration massive. La République fédérale d'Allemagne a incorporé de nombreux ex-nazis dans la vie politique, judiciaire, économique et culturelle, tandis que la République démocratique allemande adoptait un récit sélectif qui cachait les complicités. Le tournant est arrivé en 1951, lorsque le chancelier Konrad Adenauer a promu des mesures d'amnistie et de réintégration. La logique était double: reconstruire rapidement l'appareil d'État et stabiliser l'Allemagne de l'Ouest en tant qu'allié de l'Occident face à l'Union soviétique. L'ampleur du problème était évidente. Des millions de citoyens avaient appartenu à des organisations du régime. Médecins, juges, professeurs, policiers et bureaucrates formaient un groupe trop large pour être exclus sans paralyser l'administration. À cela s'ajoutait une pression sociale croissante pour tourner la page. La loi 131, approuvée en 1951, a restitué les droits et pensions aux anciens fonctionnaires du Reich. Des milliers ont récupéré leur poste dans l'administration publique et dans la magistrature. Vers le milieu de la décennie, on estime que plus de la moitié des juges et des procureurs de la République fédérale avaient des antécédents d'affiliation. Le domaine médical a montré une continuité similaire. Les professionnels impliqués dans des programmes d'euthanasie ou dans des expériences médicales ont repris leur carrière sans sanction judiciaire pertinente. Dans la police et dans la Bundeswehr également, des cadres avec un passé nazi ont été réintégrés. Dans la vie politique, d'anciens membres du parti ont occupé des postes dans des formations démocratiques. Tant dans le CDU au pouvoir que dans les partis régionaux, d'anciens nazis ont été intégrés à des fonctions de responsabilité. Le pragmatisme prédominait. Le besoin d'administrateurs expérimentés l'emportait sur la volonté d'une épuration stricte. L'abandon de la dénazification n'a pas signifié la disparition totale des procès pour crimes de guerre, mais bien une réduction drastique de leur portée. Après les grands procès de Nuremberg, des procès mineurs ont été menés contre des médecins, juges, industriels et officiers. Cependant, vers 1949, la pression politique a conduit à ce que beaucoup d'entre eux ralentissent ou soient clos sans verdict. Avec la fondation de la République fédérale, la compétence judiciaire est passée aux tribunaux nationaux, ce qui a encore réduit l'intensité de la poursuite. De nombreux accusés ont reçu des peines légères ou ont été libérés sous caution. Les chiffres montrent ce tournant. Des centaines de milliers de cas ouverts dans les premières années, seule une fraction minimale s'est conclue par des condamnations effectives. De nombreux dossiers ont été archivés et des milliers de condamnés ont bénéficié de mesures d'amnistie. En 1954, le président Theodor Heuss a décrété des grâces qui ont bénéficié à de nombreux collaborateurs du régime. La conséquence a été que, tandis que certains hiérarques nazis avaient été exécutés à Nuremberg, la majorité des responsables intermédiaires et locaux est retournée à la normalité. La fin officielle de la dénazification n'a pas marqué la fin de la quête de justice, mais a transféré cette tâche à des initiatives privées. Simon Wiesenthal est devenu une figure centrale de cet effort. Depuis Vienne, il a fondé un centre de documentation dédié à la collecte de témoignages et à la traque des fugitifs. Ces recherches ont contribué à la localisation et à la capture de criminels comme Adolf Eichmann, arrêté en Argentine en 1960. En France et en Allemagne, Serge et Beate Klarsfeld ont également joué un rôle important. Beate, née en Allemagne après la guerre,
et Serge, fils d'un déporté, ont mené des campagnes publiques contre l'impunité. En 1968, BAT a giflé le chancelier Kurt Georg Kissinger, ancien membre du parti nazi, lors d'un événement public. Dans les années 70, ils ont tous deux identifié et fait pression pour la capture de Klaus Barbie en Bolivie. Ces chasseurs de nazis agissaient avec des ressources limitées et au milieu de l'indifférence des autorités. Cependant, leur travail a maintenu vivant la revendication de justice et a contribué à briser le silence imposé dans de nombreux secteurs de la société allemande. Au cours des 2 premières décennies suivant 1945, une grande partie de la population allemande vécut sous un silence collectif. Parler du nazisme était inconfortable ou risqué. Le discours public avait tendance à être centré sur les Allemands en tant que victimes des bombardements, des expulsions et de la division du pays. La dimension de l'Holocauste était reléguée dans la vie quotidienne et la réintégration d'ex-nazis à des postes clés renforçait ce climat d'amnésie. Le changement est arrivé dans les années 1960. La capture d'Eichmann et son procès à Jérusalem ont révélé l'ampleur de l'extermination. En Allemagne, les procès d'Auschwitz à Francfort entre 1963 et 1965 ont documenté de manière publique la responsabilité de centaines d'Allemands dans la gestion des camps. Parallèlement, le mouvement étudiant de 1968 a remis en question de manière frontale le silence de la génération précédente. À partir de ce moment-là, la mémoire du Troisième Reich s'est transformée en un axe de la culture démocratique allemande. Monuments, musées et programmes scolaires ont intégré le souvenir de l'Holocauste comme partie essentielle de l'identité politique de la République fédérale. En République démocratique allemande, l'approche était différente. Là, le nazisme était présenté comme un phénomène propre au capitalisme occidental, tandis que l'État socialiste se proclamait héritier de la résistance antifasciste. Cette narration cachait les collaborations et réduisait le passé à un outil idéologique. La clôture officielle de la dénazification en 1951 symbolisa le triomphe du pragmatisme sur la purification exhaustive. La réintégration des anciens nazis permit de stabiliser la République fédérale, mais en même temps perpétua une société marquée par des silences et des contradictions. La mémoire des crimes mit des décennies à émerger pleinement et fut soutenue par des initiatives individuelles avant de devenir une politique d'État.